Et là, qu'est-ce que j'entends ? Non mais attends, tu vas jamais me croire. Là, j'entends un podcast de Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. La science médicale a connu une année très compliquée, pour les raisons que vous savez, mais pas que. Car avant même de plonger tête baissée dans le long tunnel du Covid, un scandale commençait à la secouer sévèrement. En novembre 2019, la journaliste Anne Jouan révélait dans l'Express l'état déplorable du centre de don des corps de l'université Paris-Descartes. Ce lieu censé représenter l'excellence universitaire et recueillir avec toutes les précautions et le soin nécessaire les dépouilles de celles et ceux qui avaient fait le choix d'offrir leur corps à la science. Hélas, ces corps, ils étaient maltraités, stockés dans des conditions iniques, dans des locaux vétustes, manipulés sans aucune retenue. L'émotion et le dégoût qu'ont suscité les révélations de notre consoeur continuent aujourd'hui encore d'occuper à la fois la justice, mais aussi les familles des donateurs et les grands noms de la science dont le nom a été entaché par un scandale qu'ils ont, semble-t-il, couvert. Ces enquêtes, elles ont valu à Anne Jouan le Grand Prix de la Fondation Varenne le 9 mars dernier, ce qui nous offre à nous l'occasion de revenir avec elle sur ce dossier unique en son genre. Attention, certains détails et certaines attitudes décrites dans cette discussion peuvent être choquantes. Bienvenue dans Programme B. Au cours de notre enquête, nous avons découvert un document de janvier 2012 de la médecine du travail de l'Université Paris-Descartes. Ce document pointe un certain nombre de dysfonctionnements, comme les problèmes de tabagisme et d'alcoolisme du personnel travaillant au centre du don des corps, au point qu'un mégot a été retrouvé dans les viscères d'un cadavre. Plus problématique encore, ce rapport s'inquiète du fait qu'un certain nombre de corps positifs au VIH, à l'hépatite B et C ont été mis à la disposition d'étudiants, de chirurgiens et de prestataires extérieurs au centre du don des corps, avec donc une possible mise en danger de la vie d'autrui. Notre invitée, vous l'aurez compris, c'est Anne Jouan, à qui j'ai demandé de nous raconter comment, pour elle, cette enquête avait commencé. La première fois que j'en entends parler, c'est il y a à peu près 6 ans. J'étais encore à l'époque au Figaro, j'étais dans le métro et il y a un chirurgien de l'assistance hôpitaux publics qui me téléphone. C'était le métro de la ligne 10, je m'en souviens très très bien. Et il est en colère, très très en colère et très marqué. C'est quelqu'un qui d'habitude est d'un grand calme. Et là, la différence entre son calme habituel et sa colère me frappe d'emblée. Et en fait, il m'appelle pour me dire, vous savez, je dissèque très régulièrement à Paris-Descartes et il se passe des choses horribles à Descartes. Il découpe les corps des donneurs et il les revend à l'industrie, mais sans prévenir les donneurs que leur corps pourra servir à l'industrie. Et là, je lui réponds, et puis au bout d'un moment, je me rends compte que les gens dans la rame de métro commencent à s'éloigner de moi, et je comprends qu'en fait, je répète ce qu'il me dit à voix haute. Donc, je descends à la station suivante, et on continue la conversation sur le quai du métro. Et il me dit j'arrête de disséquer à Descartes parce que j'ai pas envie d'être mis en cause pour recel de cadavres. Et je lui dis on se voit bientôt et vous venez me voir avec des documents. Il me dit oui bien sûr. À bientôt, clac, on raccroche. Et quand j'arrive au Figaro, je passe par le service sciences. Je leur demande s'ils ont déjà entendu parler d'histoires de ce type à Paris-Descartes. Personne n'en a jamais entendu parler. Je pose la question à d'autres interlocuteurs, d'autres sources que je connais bien. Personne ne connaît cette histoire. Et puis, je relance à plusieurs reprises ce chirurgien. Et jamais il me donnera suite, jamais on se verra et jamais on reparlera de ça. Alors, on parlera d'autres sujets, mais on ne reparlera plus jamais de ça. Donc ça, c'est fin de l'histoire, c'est il y a à peu près 6-7 ans. Et puis, l'été 2019, je suis en vacances en Bretagne et une nouvelle source m'appelle. Et pendant 1h30, on discute de divers sujets, de sujets concernant la PHP, concernant la médecine en général. Là, c'est un médecin. C'est plus un chirurgien, c'est un médecin. Et puis, la discussion se termine. Plusieurs jours plus tard, je vais au supermarché, je me souviens très bien. Et au rayon fromage, cette source me retéléphone pour éclaircir certains points qu'on avait vus plusieurs jours avant.
Et c'est une source très méticuleuse, très intello, très, très consciencieuse, qui veut trouver le mot juste, etc. Et dans notre conversation qui n'avait pas du tout trait au don des corps à Descartes, cette source me dit, de toute façon, à Descartes, il traite aussi mal les morts que les vivants. Et elle embraye sur autre chose. Et là, la conversation du métro de plusieurs années auparavant avec le chirurgien me revient en mémoire. Et je lui dis, mais vous me parlez de quoi ? Je la fais revenir sur le sujet. Elle m'en dit un peu, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, elle a entendu une conversation à Descartes sur le centre du don des corps, mais elle n'en sait pas plus. Et là, je me dis, en fait, le chirurgien du métro et le médecin du supermarché parlent de la même histoire, il se passe bien des choses à Descartes. Et en rentrant de vacances, je commence à travailler le sujet et l'article sort fin novembre, donc quelques semaines plus tard. Comment est-ce qu'on enquête sur un secteur aussi tendu, j'ai envie de dire, qu'un centre de don des corps, à savoir où se mélange à la fois de l'intime, de la science, plein de zones où il est difficile d'enquêter. Là, il coche un peu toutes les cases, ce centre Paris-Descartes. Comment est-ce qu'on rentre dans les secrets potentiels de ce genre d'endroit ? En fait, comme dans toutes les histoires et comme dans tous les secrets, il n'y a pas de différence structurelle. La différence, c'est une différence affective, émotionnelle, mais qu'il faut d'emblée, mais comme pour quelques autres histoires, qu'il faut d'emblée mettre de côté. C'est-à-dire que si vous commencez sur ce sujet et vous avez envie de vomir dès que les gens vous racontent ce qu'ils savent, c'est sûr que vous n'allez pas aller très loin. Donc en fait, il faut réussir à mettre tout l'affect et tout le sentiment de côté pour aller le plus loin possible dans l'enquête et faire ce qu'on sait faire. Et on le fait d'autant plus efficacement que justement, on n'est pas menotté par cette envie de vomir quand les gens vous parlent. Mais c'est un choix que vous faites dès le début. Et puis, il faut aussi admettre que quand je commence et que les gens me parlent, au départ, ils ne sont pas très loquaces. Et c'est la mise bout à bout de toutes ces petites confidences, de ces demi-aveux, etc., qui fait grossir la boule de neige pour faire un bonhomme de neige, pour faire un igloo, etc. Et puis ramasser un document, puis deux, puis trois, puis finalement plein, jusqu'au jour où je récupère les photos. Et c'est vrai que dans cette enquête, le moment décisif, le moment de bascule, plus exactement, c'est le moment où les photos arrivent entre mes mains. Et quand je me retrouve face à des interlocuteurs qui n'ont pas envie de parler ou qui disent les choses à moitié, et que je leur montre les photos, là, ils ouvrent les vannes. Et il y en a un qui me dira, de toute façon, vous savez déjà tellement de choses que c'est plus la peine de rien cacher. Mais je pense que pour revenir à votre question sur comment on s'y met, si d'emblée on se dit que c'est horrible, c'est sûr qu'on n'ira pas loin. Il y a un autre point qui est important, c'est que justement, ce refus de vouloir se confronter à l'horreur, parce que je ne vois pas d'autre façon de le dire, c'est aussi l'une des raisons qui a fait que pendant 30 ans, cette horreur a pu perdurer. Donc, vouloir s'y confronter, accepter de s'y confronter, plus exactement, c'était aussi une façon de mettre un terme à cette barbarie, je crois. Ça a été quoi les réactions, autant du côté de l'institution, donc de l'université Paris-Descartes, que des familles, parce qu'elles ont été très importantes, les familles aussi, les familles de ces personnes qui avaient donné leur corps à la science en pensant faire un geste altruiste et qui se sont retrouvées mêlées à cette histoire horrible, cette histoire d'horreur, comme vous le décrivez très justement. Alors, on va commencer d'abord par les familles. La réaction des familles, c'était notre obsession à l'Express. Quand on a mis en place le papier, quand je dis mis en place, c'est-à-dire est-ce qu'il faut publier ou pas les photos, comment on va le présenter et pour moi, comment on va l'écrire.
Quand on en a parlé avec Bruno Koch, qui est le rédacteur en chef sciences médecine de l'Express, c'était quelque chose qui nous obsédait, parce qu'en fait, vous l'avez bien compris, l'information de l'existence de ce charnier ne vient pas des familles. Donc on savait que les familles l'apprendraient en lisant le journal. Et c'était vraiment une obsession de savoir comment elles allaient réagir, comment elles allaient le prendre. Ça, on avait compris qu'elles le prendraient très mal. Mais on essayait au maximum de les préserver. Et les préserver, pour moi, ça voulait dire trouver absolument le mot juste. Alors, c'est déjà quelque chose qui m'obsède en général quand j'écris un papier. Mais là, c'était puissance 10. Il fallait absolument que le mot soit juste, parce que comme on avait choisi de ne pas montrer les photos, on savait que chaque mot serait scruté de près, notamment par les familles. Donc ça, c'était vraiment notre mantra, comment les familles allaient réagir et comment on pouvait, tout en racontant l'horreur, les préserver au maximum. Pour la deuxième partie de votre question concernant les réactions des institutions, c'est très simple. Quand on a bouclé le papier et que j'ai passé toute la série de coups de fil pour le contradictoire, c'est-à-dire en appelant soit Axel Kahn, l'ancien président de Descartes, soit Antoine Ténière, qui avait ses bureaux aussi à l'époque et qui est devenu conseiller Covid d'Olivier Véran, quand j'ai appelé le doyen Friedlander, quand j'ai appelé Frédéric Dardel, qui était l'ancien président de Descartes et le conseiller de Frédéric Vidal à la recherche, tout ce petit monde s'est parlé. Ils se sont prévenus les uns les autres qu'il y aurait un papier qui sortirait. Et quand l'article est sorti le soir même, parce qu'en fait il est sorti le soir sur Internet et le lendemain dans la version papier, quand il est sorti le soir sur Internet, l'université a présenté immédiatement ses excuses. Les ministres de la Recherche et de la Santé ont décidé la fermeture du centre, ont diligenté une inspection IGAS et enseignement supérieur. Et plusieurs jours plus tard, une enquête préliminaire a été ouverte, suivie en juillet dernier de la nomination d'un juge d'instruction, donc de l'ouverture d'une information judiciaire. Est-ce que vous avez la réponse, vous, à une des questions essentielles dans tout ça, sur qui savait, qui était au courant et qui a laissé faire, en gros, cette situation inadmissible, puisqu'il n'y a pas d'autre mot pour la décrire? Ce qu'on comprend au cours de notre enquête, c'est que beaucoup de monde savait depuis pas mal de temps, et selon plusieurs sources, une trentaine d'années. Pour les documents qui attestent de cette connaissance du contenu des chambres froides et des conditions de préservation des corps. Donc, conditions de préservation des corps, ça veut dire chambre froide qui ne marche pas, panne à répétition, température de 17 degrés dans les chambres froides, ça veut dire des corps qui se décomposent, présence de rongeurs qui mangent les corps de telle sorte que quand les corps sont donnés à la dissection, on recouvre les parties qui sont mangées pour pas que les médecins ou les étudiants les voient. Ça veut dire des corps qui sentent extrêmement mauvais. C'est des conditions de conservation complètement indignes, avec des corps qui sont entassés les uns sur les autres. Je pense à un KGB de 9 mètres carrés, une chambre froide de 9 mètres carrés, dans lesquelles les pièces anatomiques, les têtes, les bras, les jambes sont entassés les uns sur les autres par plusieurs centaines. On ne peut pas traverser le KGB, et un ancien responsable du centre me disait que pour traverser le KGB, les préparateurs devaient marcher sur ces pièces anatomiques. Donc, c'est pas un vain mot. Les alertes commencent, en tout cas celles qu'on a pu remonter, à partir de 2012. La médecine du travail fait une visite en janvier 2012 parce qu'elle a été alertée d'une mise à disposition d'un corps VIH, de la présence d'un préparateur ivre dans les locaux et d'un mégot retrouvé dans les viscères d'un sujet. Un sujet étant un corps donné à la dissection. Cette visite du médecin du travail date du 23 janvier 2012. À l'époque, le nouveau président de l'université prend ses fonctions. Il s'appelle Frédéric Dardel. C'est lui qui deviendra par la suite le conseiller de Frédéric Vidal au ministère de la Recherche.
Et le président précédent s'appelle Axel Kahn, le généticien, aujourd'hui président de la Ligue contre le cancer. Axel Kahn nous a expliqué qu'il n'a jamais été alerté des conditions de conservation indignes des corps, mais l'un de ses anciens élèves, son ami professeur Alexandre Mignon, nous avait raconté l'année dernière au micro de France Inter avec Élodie Guéguin qu'il avait été voir Axel Kahn en novembre 2011, pour lui expliquer que les corps étaient très maltraités et dans un état de conservation déplorable dans les chambres froides, et que le samedi, le jour où lui s'occupait de son déménagement, il avait observé des transports de corps, des morceaux de corps, notamment des troncs, dans l'ascenseur, des troncs qui partaient dans les coffres de voitures pour servir à l'extérieur de l'université, ce qui, vous vous en doutez, est complètement illégal. Les corps doivent rester à l'intérieur de l'université. En fait, Axel Kahn recrute Alexandre Mignon pour créer le centre de simulation en anatomie. L'idée, c'est de remplacer petit à petit l'anatomie par des choses un peu plus propres, entre guillemets, en faisant de la simulation. Alexandre Mignon crée avec Antoine Tenière le laboratoire de simulation Illumins. Antoine Tenière, donc, qui deviendra après conseiller Covid d'Olivier Véran et qui est aujourd'hui directeur adjoint du Centre interministériel de crise du Premier ministre. Donc, tous les deux créent ce laboratoire qui s'appelle Illumins. Et un jour de novembre donc 2011, Alexandre Mignon va voir Axel Kahn et lui fait part de ce qu'il a observé le samedi dans les ascenseurs du centre du don des corps et dans les frigos du centre. Et Axel Kahn nous certifie que cette discussion n'a jamais eu lieu et qu'il n'était absolument pas au courant de ce qui se passait au centre du don des corps. Ce qu'il faut préciser pour vraiment tout dire, c'est que suite à cette déclaration d'Alexandre Mignon qui certifie avoir alerté Axel Kahn à l'époque, Axel Kahn a dit qu'il attaquerait en diffamation Alexandre Mignon. Ça date d'il y a 1 an et il ne l'a pas fait. Comme vous le savez, la diffamation, c'est 3 mois. Antoine Tenière et Gérald Friedlander, l'ancien doyen de Paris Descartes, étaient au courant puisque le 7 juin 2018, à 13h42, ils reçoivent un mail de la secrétaire générale du centre qui s'appelle Dominique Ordet. Et ce mail, je vous lis. « Cela fait un peu plus de 2 ans que toute ma vie a été focalisée autour du centre du don des corps et j'ai découvert peu à peu l'inimaginable. Non seulement le centre est complètement vétuste, mais les règles de base d'hygiène n'ont pas été appliquées dans des espaces qui accueillent des corps. Les canalisations n'avaient pas été débouchées depuis plus de 20 ans. Les sols n'ont pas été nettoyés à fond dans les chambres froides depuis 20 ou 30 ans et il n'y a jamais eu de décontamination. Les pratiques utilisées par les préparateurs sur les pièces anatomiques relèvent de scènes macabres et sont loin des techniques appliquées dans des centres d'anatomie moderne. Les préparateurs ne savent pas faire la part des choses entre un corps qui peut être mis à disposition et un corps décomposé. Il y a une gestion compulsive des pièces anatomiques avec des accumulations qui n'ont pas de sens et complètement inadaptées par rapport aux besoins qui sont pourtant planifiés. La barbarie n'est pas loin. Sans doute parce qu'on travaille avec des cadavres, on a laissé pourrir la situation. À tous les niveaux, rien n'est rationnel. C'est un immense désordre qui nécessite une remise à plat totale pour retrouver un fonctionnement plus normal avant les travaux. Donc ce mail, il date du 7 juin 2018, 13h42. Il est écrit par Dominique Ordet, secrétaire général du centre, et il est adressé au doyen Gérard Friedlander et à Antoine Tenière. Aucune de ces personnes ne fera un article 40, et comme vous le savez, un article 40, c'est ce que vous devez faire quand tout fonctionnaire ou autorité publique a connaissance d'une infraction, d'une faute, et doit la signaler au procureur de la République. Et les articles d'Anne Jouan, ils sont à retrouver sur le site de l'Express. Merci à elle pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.